Réfraction numéro 43, recherche et expression anarchiste, au risque de l'universel. La question de l'universel a ressurgi avec l'émergence de la pensée décoloniale et le déplacement des approches théoriques et militantes de l'émancipation qu'elle a entraînée, mettant en avant les particularismes et les identités et voulant renvoyer les visées universelles émancipatoires dans un passé dépassé. Or, ces nouvelles approches ont pris le risque de ne pas échapper à des effets re-essentialisants, identarisants et excluants. Ce numéro entend donc repenser la question selon ses enjeux, en interrogeant ce que serait un universalisme accueillant les différences et à quelles conditions il peut être utile à une visée libertaire de l'autonomie, ou en pariant au contraire sur son inutilité et sa disparition. Comme souvent, il offre une pluralité d'approches et de points de vue, et ne prétend pas trancher dans le débat ni apporter de solutions. Traditionnellement, l'anarchisme est ouvert à un relativisme garant des différences et gage de tolérance, mais aussi profondément attaché à l'universalité des valeurs, de liberté et d'égalité. On retrouvera ce balancement au fil des textes, le plateau penchant alternativement dans un sens ou un autre. I'm not a Negro, I am a human being. C'est par cette phrase que se conclut le film de Raoul Peck, 2017, I'm not your Negro, sur un scénario de l'écrivain noir américain James Baldwin, 1979. Et dans ce glissement du your au a se joue une conception de l'émancipation, le passage d'une définition de soi par le regard de l'autre, le miroir qu'il vous tend, à l'autodéfinition de soi, être libre et égal par celle du genre humain. Ces propos entrent en résonance avec les débats actuels sur la racisation, présentée comme la façon la plus adéquate de dénoncer les discriminations raciales qui continuent à prospérer dans nos sociétés, et l'universalisme, contesté dans son potentiel émancipateur pour tous. On assiste en effet, et depuis un moment déjà, à un retour en force de la notion de race et des approches en termes identitaires et à l'ethnicisation, à la culturisation de la pensée des rapports sociaux, tout cela dans un contexte critique postmoderne et décolonial à l'universalisme et aux Lumières. Tout se passe comme si la radicalité était du côté des analyses en termes de racisé, décolonial, qui semble avoir pris le relais d'un marxisme défaillant. En face, les tenants d'un universalisme sont non seulement ringardisés, mais risquent de se retrouver en mauvaise compagnie, au mieux avec les nationaux républicains, au pire avec l'extrême droite, qui se réapproprie tactiquement l'universel en le pervertissant, l'utilisant pour exclure et non inclure, et pour créer des barrières étanches entre groupes culturels et ethniques. Bref, ceux qui pensent que l'universel n'est pas que particularisme blanc seraient, à leur insu, des racistes antiracistes. C'est dans ce contexte que l'on assiste heureusement à un regain d'intérêt pour l'idée d'universel, à un souci de le repenser en tenant partiellement compte de certaines critiques émanant des courants postmodernes ou décoloniaux, mais en conservant l'horizon de l'unité du genre humain et l'idée corrélative de commun, de raison critique et d'émancipation. C'est dans cette optique que nous allons ici essayer de dégager ce qui, dans l'universel, aujourd'hui, fait sens pour qui garde le cap de l'émancipation. Car on le sait, si les particularismes amènent le différentialisme et leur cortège détestable d'exclusion, l'universalisme a, lui, servi de couverture à la domination planétaire, mais il ne s'y réduit pas. Alors, l'universel toujours bon à penser, pourquoi et comment, tout simplement. 2 points seront alors évoqués. Pourquoi ? Parce qu'il y a du nouveau dans le retournement de l'antiracisme en essentialisation, parce que les critiques postmodernes et décoloniales à l'universel et à la raison rencontrent des limites. Comment repenser l'universel sur de nouvelles bases en envisageant les liens du commun, du particulier et de l'universel. Monique Rouillet-Boireau. Conserver la dimension de l'universel. Toutes mes analyses vont contre l'idée de nécessité universelle dans l'existence humaine. Michel Foucault.
le retour de l'universalisme, une question politique. L'exacerbation des conflits à propos de certains particularismes qui revendiquent un espace en marge des valeurs dites universelles n'a pas été sans provoquer d'importants remous ces dernières années au sein de la mouvance anarchiste, notamment en France. Cela justifierait à lui seul la nécessité de continuer à réfléchir sur l'universalisme, mais les raisons de relancer cette réflexion sont d'un ordre beaucoup plus général et elles appellent quelques considérations préliminaires avant de pouvoir les aborder. Je n'en mentionnerai que deux. La première est qu'il n'y a pas une conception unique, oserais-je dire une conception universelle, de l'universel, et cela n'a rien de surprenant compte tenu de la diversité des positions philosophiques et politiques qui interviennent dans sa définition. La plupart des grands courants philosophiques gréco-occidentaux, depuis le platonisme jusqu'à par exemple la phénoménologie, ont développé une conception de l'universel, de même que l'ont fait les diverses options politiques et religieuses, depuis le marxisme par exemple, jusqu'au catholicisme, qu'il soit intégriste ou social. De plus, il se trouve qu'indépendamment de la variabilité introduite par ces différentes positions, le terme universel est fortement polysémique et renvoie, comme nous allons le voir, à plusieurs types fort différents de concepts. Face à l'évidence de cette double variabilité qui constitue une véritable négation en acte du présupposé fondamental sur lequel repose l'universalisme, puisqu'il montre que le concept d'universel est lui-même tout sauf universel, il est difficile de ne pas s'interroger sur ce qui nourrit la volonté de postuler, malgré tout, des universels. La deuxième considération, qui met à mal elle aussi la ligne de flottaison de l'universalisme, est que, comme le démontre le sinologue François Julien de manière très précise, c'est le fait même de poser la question de l'universel qui, curieusement, constitue un particularisme. En effet, les réflexions et les débats à propos de l'universel sont propres à la culture européenne, disons gréco-occidentale, mais étrangers à d'autres, telles par exemple que la culture chinoise traditionnelle, qui a pu se passer très bien de ce concept et se montrer indifférente à ses implications. Difficile dans ces circonstances d'écarter l'hypothèse que l'universalisme installé est en fait un universalisme culturellement déterminé, donc tout le contraire de ce qu'il prétend être. L'anarchisme est un anti-universalisme, Thomas Ibanez. La République universelle. La notion de République sociale universelle, une des antiennes de la Commune de Paris, modifiait à dessein l'expression de République universelle qui avait exalté le rôle de la France depuis la Révolution. Dès 1848 au moins, on trouve l'expression chez les républicains français, les mazziniens, dans des brochures considérées comme subversives, parfois dans une acception nationale, souvent accompagnées de drapeaux de divers pays en défilé. En 1859, Joseph Desjacques souhaitait quant à lui, dans son journal, l'avènement de l'anarchie harmonique et universelle. Et ce n'était pas là un universalisme hégémonique ou indifférencié. « Aidez-vous, femmes, afin que la Révolution vous aide. La Révolution ne sera la Révolution que le jour où elle aura le concours de tous les sexes comme de tous les âges. Une révolution, savez-vous, c'est une addition d'affirmations individuelles, une somme d'intelligence sociale. Une somme d'intelligence sociale. Voilà qui doit plaire à l'ami Daniel Colson. L'intelligence n'est pas réservée aux philosophes, ni aux hommes d'État, ni aux clercs, ni aux citoyens jouissant du droit de vote. L'intelligence sociale, c'est celle du concours de toutes et de tous, sans distinction de nationalité ni même de couleur. C'est elle qui fera ou qui sera la révolution. De quoi aura l'air la carte du monde à l'envers qu'ambitionnaient déjà les diggers du XVIIe siècle? Un monde intelligent, sans dessus ni dessous? On y tracera les chemins de la révolution, de la rencontre, de la solidarité et de l'égalité, toutes les affirmations individuelles et collectives. Les couleurs n'y sépareront pas les habitants de la Terre. Si le mot international a été forgé peu avant 1800 pour qualifier les rapports entre les nations, les relations internationales, l'ordre international, il a été adopté dès le milieu du XIXe siècle par des associations ouvrières dans un sens bien différent pour signifier qu'elles font fi des frontières. Le principe internationaliste était la conséquence de l'universalité des doctrines socialistes, les traditions cosmopolites et l'idée d'une fraternisation internationale présente dans le christianisme et la franc-maçonnerie ont sûrement aussi exercé une influence. Mais cet internationalisme fut surtout suscité par la compréhension des intérêts communs des ouvriers de tous les pays liés à l'éveil de la conscience de classe.
L'international et le genre humain de Marianne Henkel. Just how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom land. Come back, Malcolm X. Raise your fist in our struggle. Give us courage to choose. Whatever means are necessary. Teach us how to walk in freedom. 'Cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life. Teach us how to walk in freedom. 'Cause I'm gonna walk in freedom. Teach us how to walk in freedom. 'Cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life. Teach us how to walk in freedom. 'Cause I'm gonna walk in freedom land. Talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up. Get up, stand up, get up, get up, stand up, get up, get up, stand up, get up, get up, stand up, stand up for your right, stand up for your right. Walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up. Get up, stand up, get up, stand up, get up for your right, stand up for your right, stand up for your right. Walk with me, talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up. Get up, stand up.
CQFD. Pour son numéro 187, le journal mensuel CQFD consacre sa première page à un dessin explicite avec cette accroche « Sous le Covid, la rage ». Et en page 22 est publié un texte, une nouvelle, une fiction dont le titre est « La terrasse pénitentiaire », avec ce prologue. Peu avant le bouclage, on a reçu ce petit texte d'anticipation prenant à rebours le principe du confinement. Alors, en attendant le retour des terrasses, le voici. La terrasse pénitentiaire, signée par Chien Noir et dit par Nicolas Mourer. C'est ce matin que le ciel est tombé sur ma pomme, à grand fracas. En l'occurrence, un coup de sonnette, 3 coups de sonnette, un tambourinement forcé, des meuglements de porcins, un bélier défonçant ma porte, bam! L'irruption martiale de 3 agents municipaux fort peu sympathiques. Ah, de vrais fouines, hein? Même qui mataient comme si j'étais un genre de monstre et ricanaient à la vue de mes posters de Mark Zuckerberg et fouillaient dans mes placards en dégoisant sur mon autisme présumé. Pas des poètes, quoi. Comme on nous a dit que t'étais du genre à bien aimer les écrans et la non-vie, on est venu vérifier, a grincé l'un d'eux quand j'ai demandé de quel droit ils avaient défoncé la porte. Typique de l'époque et de son arrière-goût de pastille Vichy. On m'avait poucave. Mais plutôt que d'enquêter infraneurones pour déterminer lequel de mes horribles voisins et voisines avait pu jouer au Judas, j'étais tenté d'amadouer les intrus d'une voix mielleuse où piaillait ma fausseté. Voyons, messieurs, je suis comme tout le monde depuis les incidents. Je déteste la vie virtuelle. C'est ce qu'ils disent tous, a répliqué l'ostrogo numéro 2, colosse rousse, occupé à dépecer de ses pognes une pile de linge sale montant jusqu'au plafond. Comme ils avaient fait venir un chien renifleur, un certain Didier, créature à poil ras oscillant entre le pitbull et l'opossum, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils mettent la main sur ce qu'ils recherchaient. Un smartphone et un modem artisanal planqué sous une latte de plancher. « Ton compte est bon », a lancé la montagne rousse, suscitant en moi un mélange d'envie de pleurer et de rire. Niveau champ lexical, on barbotait en plein Pinot simple flic. Mais ça n'avait rien d'une comédie. La preuve, les menottes ont grincé sur mes poignets. Après 2 heures d'attente, à cogiter comme un dingue, on m'a amené un compagnon de cellule, Chomard qui s'appelait, un mélange entre pile électrique tremblotante et dadais aux yeux mouillés. Le gonze était encore plus flippé que moi. Bon, ça m'a donné un peu de peps, hein. Toi aussi t'étais en résistance, que je vais lancer, coincé dans ses sanglots. C'est trop injuste. Il n'a d'abord pas pu répondre. Mais on avait le temps, beaucoup de temps, si bien qu'il a fini par se calmer. Il m'a alors narré ses malheurs. Jeune informaticien sans histoire, il s'était retrouvé au chômage après la pandémie numérique. Il avait bien tenté de se reconvertir dans l'horticulture, mais les sécateurs et les bégonias n'étaient pas son truc. Mais alors, pas du tout. Alors, il avait replongé pas à pas. D'abord des enfantillages, un vieux Nokia pour jouer au serpent, puis un PC hors d'âge et un CD-ROM d'Age of Empires 2. Le grand bond était venu plus tard, un soir de courage à la Jean Moulin. Une connexion pirate sur le réseau Résistance. En taillant le bout de gras, j'ai fini par comprendre que je le connaissais, ce bougre. Chômard. C'était Chaume 23, le gars avec qui, hier encore, je discutais en ligne de l'avenir. Un jour, on sera comme les riches, qui m'avait dit. On pourra se connecter sans se cacher. Bien vu, gros. En plein dans le mille. Vieille hippie sur leur tour, la juge est allée droit au but. Monsieur Chien Noir, vous êtes un citoyen asocial, peu porté sur la vie en communauté. J'ai haussé les épaules. Difficile de le nier. Depuis la pandémie, la justice a décidé de ne plus s'encombrer de clémence avec les cas de votre espèce. Après tout, si le virus de la solitude rôde toujours, c'est parce que des gens comme vous s'entêtent à surfer sur le web en répandant la maladie. J'aurais voulu répondre que c'était un peu plus complexe que ça, ma petite dame, qu'on savait bien que les riches et les puissants se l'adonnaient grave sur Insta et YouPorn, sans souci de santé publique d'ailleurs, que l'inégalité de traitement numérique morcelait notre monde, mais elle ne m'a pas laissé ouvrir la bouche.
Et c'est pourquoi je vous condamne à 3 années de non-confinement absolu en terrasse pénitentiaire. Vous verrez les détails avec le juge d'application des peines. Le dit Jap était un quinquagénaire austère aux dents pourries. Boudiné dans un t-shirt Che Guevara, on sentait bien que ma pomme y sent un père royal. Quand j'ai insisté sur le fait que j'étais un peu asocial et que j'avais du mal avec les lieux où il y avait beaucoup de monde, il a ricané d'un rire puant où dansaient 1000 graillons. On peut dire que tu vas être servi, mon gars. C'est justement le principe de ta peine, de te foutre au milieu des gens, là où tes petites manies individualistes ne pourront pas se développer et où tu ne propageras pas le virus du confinement. D'autorité, il m'a placé au Bar des Sports, un établissement de l'Est parisien croulant d'habitués vociférants, de gauchistes à tignasses puantes et d'ivrognes refaisant le monde. L'enfer goût Beaujolais. Je suis assigné à la table numéro 3, placée à quelques mètres du comptoir, une sorte de carrefour à emmerdeurs. Il est fréquent que des gens viennent me parler des résultats de foot et des forfanteries du gouvernement. Je feins alors d'être très absorbé par les mots fléchés du journal du jour, haine de l'espèce humaine en 12 lettres. Mais ça ne les décourage pas. Ils dégoisent et dégoisent encore, insupportables pies aux remugles alcoolisés. Certains semblent même m'avoir pris en sympathie, me donnent du « ça va mon petit chien noir » ou du « toujours le seum mon gars », ce qui m'emplit d'une terreur sans nom. La nuit, ils ne dorment pas, mais chantent et refont le monde, tandis que je tente de me boucher les oreilles en frissonnant d'horreur. Mon empire pour un terrier. J'ai notamment pris en grippe un groupe d'individus particulièrement bruyants qui s'évertuent soir après soir à développer des stratégies d'insurrection. Selon eux, il fallait d'abord se débarrasser des écrans pour que la suite vienne, à savoir l'écroulement pur et simple du capitalisme. Ils sont persuadés que ça ne saurait tarder. Détail. Le pire, je déteins, Je n'ai tiré que 3 mois et déjà je ne me reconnais plus. Il m'arrive d'avoir envie moi aussi de chanter l'Internationale déconfinée à plein gosier, ou de goûter cette étrange mixture qu'ils appellent pastis et s'enfilent à pleine brouette. Nom d'un Alain Madelin, la fin est proche. Je le sentais pas celui-là, trop sinistre, un genre de geek, comme on disait dans le temps, quand la jeunesse était cinglée et le monde un grand repli sur soi. Voilà ce qu'a déclaré Eddie Leroux aux enquêteurs. Son établissement accueillait depuis quelques mois Chien Noir, dangereux détenu, condamné pour réclusion numérique à une peine de 3 ans de sociabilité. Mais dans la nuit du 26 avril, ce jeune malfaiteur a brisé son verre de pastis et couru vers la sortie, en plein milieu d'une soirée karaoké, profitant du moment de flottement provoqué par une interprétation particulièrement ratée de « Zai 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 ». Le procureur a indiqué que les meilleurs ivrognes de son effectif étaient sur l'affaire et que l'évadé ne courrait pas longtemps. Nos compatriotes doivent savoir qu'on ne bafoue pas ainsi les lois de la terrasse en pleine pandémie numérique, a déclaré le président Michu, bourré comme un petit lu lors d'une conférence de presse spéciale. Il a ensuite incité les Français à soutenir la filière viticole et à ne rien lâcher dans leur reconquête des terrasses, ce patrimoine éternel. Et d'entonner l'hymne national à grand renfort de trémolo. Le jour de boire est arrivé. J'allume ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il me dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller, que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité alors, je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bon ben, je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur. Tous les soirs, à 20h. La police vous parle tous les soirs à 20h. La France a peur. Ayez confiance. Tous les soirs à 20h.
Ensuite ils font parler un type qui a pas l'air de manquer de fric. Il me dit que si je veux respirer, ben c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est de la faute des immigrés, des clochards et des drogués. Alors écoute bien mon petit gars, toi qui trône à la télé, si un jour tu crèves de froid chez moi, faudra pas venir sonner. Et puis si un jour par malheur les rapaces prennent le pouvoir, dis-toi bien que ça sera pas la faute à tous les gens qui broient du noir. De toute façon, ne t'en fais pas, ils auront sûrement quelque part une jolie petite place pour toi. T'auras bien fait ton cinéma, t'auras bien fait ton cinéma. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle tous les soirs à 20h. La France a peur. Ayez confiance. Tous les soirs à 20h. Chronique noire et rouge, revue de critique bibliographique du mouvement libertaire, numéro 1. Nous voulons accompagner nos éditions qui parfois peuvent être éclairées par des contributions historiques et ou complémentaires. De plus, notre intention est aussi de parler des livres en général et de ceux des éditions libertaires en particulier, dont la production n'a jamais été aussi importante, aussi riche et diversifiée. Dans ce foisonnement, il existe des éditions phares, certaines déjà anciennes, comme l'Atelier de création libertaire, d'autres plus récentes, comme Libertalia, Nada ou L'Échappée, sans oublier les éditions libertaires et Acracy. Leurs politiques éditoriales ne sont plus strictement libertaires. Elles touchent un champ large mais critique, avec parfois un tirage de plusieurs milliers d'exemplaires, ce qui est nouveau. Pour parvenir à ce stade de diffusion, il leur a fallu bénéficier des médias, ceux de la presse, de la radio et même de la télé. Nous ferons écho de l'apparition de tous ces livres, soit par une simple mention, soit plus pour ceux qu'on aura lus ou par les notes de lecture transmises par d'autres camarades en dehors de notre équipe. Pour nous, libertaires, le livre demeure une source où l'on aime s'abreuver et partager avec les autres. Nos livres ne doivent pas rester sur les étagères mais circuler et passer de main en main. Nous ne lisons pas pour nous endormir le soir mais pour nous éveiller à une conscience lucide et perçante. Lire donc, mais lire avec plaisir, comme une activité qui bouleverse, porte le fer et qui finalement nous fait descendre dans la rue. C'est l'arme de l'anarchie moderne. Après avoir laissé l'anarchisme sauvegarder les principes éthiques et philosophiques, les anarchistes liés à la pratique ont abandonné la tour d'ivoire pour aller au peuple, et en particulier vers les masses de travailleurs. L'anarcho-syndicalisme conserve le plus possible des essences spirituelles de l'anarchisme, mais ses militants sont convaincus que c'est seulement le militantisme au sein de la classe déshéritée que l'action anarchiste peut être féconde. Ils sont conscients du prix à payer pour cette intervention dans les milieux populaires. Ils risquent de tomber dans le rôle de chef, dans la bureaucratie, etc. Mais ils croient être suffisamment préparés contre ces dangereuses déviations. Les mesures prises par l'anarcho-syndicalisme pour se préserver des périls et des embûches, des flatteries des gens, se fondent sur le rejet des luttes politiques et sur la pratique systématique du fédéralisme anti-bureaucratique. L'anarcho-syndicalisme s'efforce de maintenir les travailleurs en marge de ce que l'on appelle « rédemption » par la politique. Fidèles aux objectifs de la Première Internationale, ils inculquent à ses adhérents le principe que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. On doit se libérer du capitalisme et de l'État. En Espagne,
L'anarcho-syndicalisme et l'anarchisme sont tellement liés que les deux termes ne s'excluent pas, mais en réalité, ils sont confondus. José Peratz, Dictionnaire de l'anarchisme, Barcelone, 1977. L'anarcho-syndicalisme. Que font les anards ? Critiquer, d'accord. Mais sans contenter, il y a le risque d'être condamné à regarder la caravane qui passe et finalement être absent d'un soulèvement qui assurément va se poursuivre. Alors bien sûr, on peut avoir des réserves quant à l'inéluctabilité de l'effondrement dans les prochaines années. On peut aussi s'interroger et rester vigilant sur des dérives possibles du genre Camelot apocalyptique ou même fasciste.